confinement de la Chine a débuté le 23 janvier à Wuhan et ce confinement a mené vers une mise en quarantaine de toute la région du Hubei qui compte à plus de 55 millions d'habitants dont la capitale est Wuhan. Donc il avait fallu 75 jours, à savoir 2 mois et demi, pour que le gouvernement chinois avec son peuple ait pu vaincre cette guerre contre cet ennemi invisible qui est le Covid-19. Les mesures qui ont été entreprises étaient extrêmement draconiennes, extrêmement fortes, extrêmement courageuses. Premièrement, ils ont obligé les gens à rester chez eux. Donc ils ont mis en place tout un système de logistique pour permettre de subvenir aux besoins de première nécessité aux appartements et aux maisons de chaque habitant. Donc il y a eu beaucoup de volontaires, beaucoup de personnes qui se sont proposées à cette aide-là au risque de leur vie. Deuxième chose, c'est incontestablement leur développement dans le domaine digital et dans l'intelligence artificielle, grâce à leurs vidéos, à leur système de surveillance extrêmement algorithmé qui leur permet d'avoir accès sur les informations et sur les données personnelles des gens. Ils ont pu contrôler le mouvement humain via leur système, ce qui a été extrêmement efficace et encore une fois, une forme de distinction par rapport aux autres pays du monde. Ils ont également procédé à la chasse aux fake news et aux rumeurs. Toute personne qui véhicule des informations qui pourraient provoquer la panique pourrait être poursuivie pour trouble à l'ordre public. Et cela aussi, ces mesures-là extrêmement fortes ont pu créer et cette union entre les différentes parties prenantes, car encore une fois, le confinement n'est jamais facile, mais la rigueur chinoise, leur foi en leur pays, les valeurs du groupe ont été les valeurs clés de succès dans leur capacité à avoir combattu le Covid-19. En effet, ces 2 derniers mois, dû à l'obligation de la Chine de confiner le peuple pour la survie sanitaire des gens, ont été catastrophiques, dramatiques pour l'économie chinoise. Puisque il y a eu une baisse drastique de la production industrielle à hauteur de 24,5%. Une diminution des flux d'investissement actifs à hauteur de 24,5%. Une baisse significative des ventes au détail à hauteur de 20,5%. Ces données-là nous donnent une illustration que ce qu'a la Chine a vécu est tout simplement historique et sans précédent. Lorsqu'on pousse les gens à être dans l'immobilisme, cela conduit à l'incapacité de produire, l'incapacité de vendre et aussi l'incapacité de consommer. Donc c'est un arrêt quasi complet de l'économie d'un pays. Maintenant qu'ils sont dans le retour du cours normal de leur vie, maintenant que tous les lieux de commerce ont connu une réouverture et que les industriels et que les usines maintenant sont opérationnelles, malgré cette ouverture-là, l'économie chinoise ne va pas connaître une optimisation de son potentiel économique tant que les marchés européens et le marché américain est toujours dans son immobilisme. La globalisation, la mondialisation a conduit à ce que les pays soient interdépendants entre eux. Donc, malgré le fait que la Chine ait pu s'en sortir dans cette guerre contre le virus, cela n'est pas autant significatif d'un boom économique. Encore une fois, les États-Unis et l'Europe représentent à eux,
ensemble 35% de l'export chinois. Les marchés de l'Union européenne et le marché américain représentent à hauteur de 35% de l'export chinois. Donc cela est significatif malgré le fait que la Chine ait pu vaincre cette épidémie. Ce que l'on peut espérer, ce que la Chine espère, c'est que le monde soit guéri et puisse se rétablir de cet impact négatif de ce Covid-19. Car encore une fois, l'interdépendance pousse les pays à toujours espérer à leurs partenaires une prospérité. Car la prospérité de l'autre procure le développement d'un pays. Maintenant, il y a les effets positifs de ce déconfinement. C'est que de un, la Chine pourra compter sur son marché intérieur. À partir de 2014, lorsque le président Xi Jinping a procédé à une politique économique qui était d'élever le salaire de la classe moyenne et de créer une classe moyenne prospère, élargie, maintenant qui compte 600 millions de personnes, effectivement, la relance chinoise peut se baser sur le marché intérieur. Aussi, deuxième effet positif de ce déconfinement, c'est que toute la région asiatique retrouve le cours normal de leur vie. Le Japon, la Corée, Singapour, Taïwan, Vietnam, toute cette région-là, maintenant, dû à leur déconfinement, dû à leur activité, la Chine pourra maintenir les transactions économiques et commerciaux avec ces pays-là. Donc les deux effets positifs, c'est que la Chine peut connaître une relance de son économie grâce à son marché intérieur et grâce aux pays qui l'avoisinent, mais cela n'en demeure que dû à la forte dépendance de l'économie chinoise à l'export dans les pays de l'Europe et des États-Unis, la guerre, la pandémie qui touche tous les pays du monde vont impacter significativement la Chine dans son confinement et même après son confinement, puisque la relance de la Chine ne peut se faire sans la libération des États du Covid-19. Donc, la bonne nouvelle que nous procure la mondialisation, c'est que les pays qui s'en sortent doivent espérer, au nom de leurs intérêts, que les autres pays puissent se libérer afin qu'il y ait une relance économique d'une façon optimale pour tous les pays du monde. S'il y a, honnêtement, un adjectif qui puisse qualifier la réaction de toutes les parties prenantes du Maroc, l'exécutif, le pouvoir exécutif, à travers tous ses auxiliaires, ses ministères, les forces de l'ordre, le personnel soignant et la société civile, s'il y a un seul terme qui puisse qualifier tout cela, c'est bien l'exemplarité. Le gouvernement marocain, ainsi que toutes les parties prenantes, ont fait preuve de réactivité, de flexibilité, le sens de l'écoute, le fait d'avoir pu comprendre les besoins des personnes les plus vulnérables pour les supporter dans ces moments de confinement et d'arrêt économique. Et aussi d'avoir pu anticiper le pire dans la capacité du pouvoir exécutif à établir cette étude benchmark des différents pays, des mesures prises par les différents pays, et de choisir celles qui représenteraient l'optimisation et la force de frappe pour faire sortir notre pays de cette pandémie. Donc oui, les mesures prises ont été exemplaires. Et si j'ai à citer deux mesures pour résumer, parce qu'on ne peut pas faire le listing des mesures, sinon on va ennuyer ceux qui nous écoutent. Mais s'il y a deux mesures qui, pour moi, m'ont vraiment agréablement surpris et m'ont redonné de la confiance dans ceux qui gèrent ce pays, c'est que premièrement,
le gouvernement n'a pas nié que l'informel constitue une grande partie de l'économie marocaine et que les allocations, les aides directes doivent aussi être distribuées à ceux qui sont dans l'informel, à ceux qui, sans travailler le jour J, ne pourraient guère survivre et subvenir aux besoins prioritaires et premiers de leur famille et de leur ménage. Et aussi, donc, c'est cette capacité-là à pouvoir les quantifier, à pouvoir trouver le moyen pour le moyen efficace pour leur donner ces aides d'une manière directe. Donc, c'est la capacité de réaction et la capacité logistique, la capacité analytique de pouvoir les quantifier, de connaître combien ils représentent et quel serait le montant dont il pourrait suffire, et aussi la capacité à transférer ces aides d'une manière facile et directe. Donc ça, c'est une mesure qui m'a vraiment agréablement surpris et qui prouve une forme d'attention particulière à cette partie de la population. Et la deuxième mesure, c'est finalement lorsque l'OMS a décrété le port obligatoire des masques à tous ceux qui circulent, et qu'ils ont compris, et que le gouvernement a compris que, avec la généralisation du port du masque pour chaque citoyen, c'est ce qui permettra de nous prémunir et de surpasser cette crise d'un seul coup. On n'a pas attendu à ce qu'on fasse des commandes vers des pays qui en produisent, mais à la capacité du ministère à coordonner avec les unités industrielles dans le secteur du textile, et à trouver et à créer des unités de production en un délai les plus courts, et à pouvoir produire 5 millions de masques. Cela est tout simplement extraordinaire, honnêtement. Extraordinaire, héroïque, que maintenant les médias occidentaux et que les médias internationaux, dont les médias français, congratulent et félicitent l'exemplarité du Maroc. Mais lorsqu'on dit exemplarité du Maroc, il ne faut pas oublier le grand rôle que la société civile joue dans sa responsabilité, dans sa conscience et dans sa capacité à accepter le confinement, malgré le fait que ça soit une terrible épreuve, tant d'un point de vue économique que psychologique. Maintenant, qu'est-ce que le Maroc pourrait apprendre de la Chine? Honnêtement, pas grand-chose. Ce que j'entends par là, c'est que le Maroc doit consolider ses acquis, surtout par rapport aux valeurs de la société. Encore une fois, je le dis, je le répète. L'un des facteurs clés de succès qui ont permis aux pays asiatiques, y compris la Chine, de surmonter cette crise et cette guerre sanitaire avec beaucoup plus de facilité et d'agilité que les pays occidentaux, ce sont les valeurs transmises, les valeurs du groupe, la croyance à la communauté, le fort sentiment à l'appartenance identitaire, le fait qu'ils acceptent de sacrifier leur liberté pour l'intérêt suprême de la nation, le fait qu'ils sont prêts à donner à l'autre avant de recevoir. Donc ce sont les valeurs de la communauté, les valeurs du groupe qui ont été transmises, qui sont ancrées dans les sociétés asiatiques. Il y a ce point commun avec le Maroc dans notre culture ancestrale, la culture musulmane, la culture de la famille. Donc ces valeurs conservatrices, ces valeurs du groupe ils sont les valeurs clés de succès. C'est cet élan de solidarité que le Maroc constate à travers toutes les franges sociales de la société. Elles émanent en grande partie au fait que le Maroc soit un pays avec de fortes origines du corps et par rapport au corps de valeurs de l'islam. Donc il faut consolider ces valeurs-là
qui sont essentiels dans le maintien de l'unité et dans le maintien de l'unicité pour être beaucoup plus fort. C'est ce qui nous a donné cette force de surmonter cette crise, et c'est le point commun que je constate avec les pays asiatiques. Aussi, qu'est-ce que le Maroc pourrait tirer comme apprentissage du modèle de réussite asiatique, puisque j'ai pas envie de parler que de la Chine, mais de l'Asie en général, c'est finalement leurs avancées dans le domaine de la digitalisation et dans l'intelligence artificielle. Le fait maintenant qu'ils puissent procéder au paiement d'une manière digitale, le fait qu'un bon nombre de leur industrie fonctionne avec l'avancée de l'intelligence artificielle qui insinue une intervention minime de l'humain, ces facteurs-là ont permis à ce que l'économie puisse tourner malgré le confinement des gens. Et aussi, le fait qu'ils soient très avancés dans la digitalisation, dont le maintien de l'activité scolaire et académique. Le Maroc doit comprendre que l'investissement dans ces deux technologies ne sont pas des options, mais ce sont des obligations pour être beaucoup plus armés et pour être dans une forme de leadership et d'être dans une longueur d'avance par rapport aux autres pays du monde. Dans une situation telle que l'on vit, il faut changer de vocabulaire, il faut changer de perception par rapport à l'économie et par rapport aux objectifs que l'on peut fixer. Puisque maintenant, le plus important, ce n'est plus si un pays pourrait maintenir sa croissance, mais la capacité des États, à travers leurs appareils de mesure, de maintenir une survie de leur économie. Lorsqu'on parle de survie économique, c'est-à-dire de ne pas succomber au chômage massif qui pourrait générer une précarité sociale et donc un risque d'implosion. Et aussi le maintien du tissu économique pour ne pas tomber dans le risque des faillites généralisées. Et les mesures qui ont été entreprises, ce sont des mesures finalement universelles que tous les pays du monde ont entrepris. C'est-à-dire, les banques, à sa tête les banques centrales, doivent générer des liquidités afin de combler la trésorerie et les charges fixes. Qui dit charges fixes dit principalement les charges du personnel et les salaires des ouvriers et de l'ensemble des ressources humaines de chaque entreprise. Deuxièmement, les banques centrales doivent faire preuve de plus de flexibilité en diminuant le taux directeur afin que l'accès au crédit se fasse d'une manière beaucoup plus fluide. Et le report du bilan fiscal, le report des échéances bancaires jusqu'au mois de juin sans pénalité tant aux ménages qu'aux sociétés. Ces mesures-là ont été entreprises par l'ensemble des pays, que ce soit les pays de l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et aussi le Maroc. Donc, le plus important n'est plus de savoir si l'on va connaître une croissance, mais c'est de savoir quel serait le nombre de sociétés qui pourraient être en survie et celles qui vont être dans la faillite. Et aussi, une mesure très importante, c'est la capacité de flexibilité des sociétés à pouvoir transformer leur métier de prédilection et à se lancer dans les métiers de la guerre sanitaire, à savoir la production de gel hydroalcoolique, la production de masques, d'équipements sanitaires, puisqu'il y a une forte demande de pouvoir fournir ce manque-là qui est important. Je pense que le Maroc
a une spécificité qui l'handicape, c'est sa forte dépendance à l'Union européenne. L'Union européenne est notre premier client, et le premier émetteur de touristes, et le premier émetteur d'investissements directs à l'étranger. Et donc, le sort du Maroc dépend du destin européen et du destin du monde. Mais c'est pas une spécificité finalement du Maroc, c'est une donnée mondiale. Nous avons parlé de la Chine qui, malgré le fait qu'ils aient pu vaincre cette épidémie, tant que son client principal, les États-Unis, vit une catastrophe sanitaire, l'économie chinoise ne va jamais optimiser son potentiel. Maintenant, quid du monde après le Covid-19? S'il y a 2 ou 3 enseignements que l'on peut tirer. Le premier enseignement, c'est finalement l'importance du retour de l'État-providence. C'est-à-dire cet État qui est le garant d'un système de santé efficace et de qualité, et surtout destiné à toutes les franges de la société. Un État-providence qui assure une éducation pour tous. Donc c'est le retour et c'est la fin d'une quelconque volonté de privatisation des secteurs d'activité qui représentent la colonne vertébrale d'une nation. Donc c'est là aussi la valorisation des métiers de la vie qui maintenant ce sont les scientifiques, le personnel soignant, les enseignants, les forces de l'ordre qui sont maintenant sur le devant de la bataille pour diminuer le nombre de morts et pouvoir faire sortir le monde de cette catastrophe sanitaire. Donc, premier enseignement, c'est le retour d'un État paternaliste, providence, qui assure et qui doit élargir ses budgets dans l'éducation, dans la santé et dans la recherche scientifique, car ce sont les piliers qui permettent d'acquérir la force et l'indépendance d'une nation, de pouvoir les confronter à toute arrivée d'épidémie et de pandémie. Et le deuxième enseignement, c'est la nécessité et l'obligation pour les États d'investir dans les technologies qui vont permettre une efficacité tant dans la productivité industrielle que dans le système de contrôle et de stabilité et de sécurité d'une nation, qui sont la digitalisation et l'intelligence artificielle. Les États qui ont cru en la digitalisation, en l'intelligence artificielle, qui sont les pays asiatiques, en ont profité du mieux qu'ils peuvent pour éradiquer cette pandémie. Et cela a représenté un grand facteur clé de succès et une distinction par rapport aux pays européens, à titre d'exemple. Donc, il faut que les économies soient du mieux algorithmées par ces technologies qui poussent les États, qui poussent à ce que l'intervention humaine soit de moins en moins importante, et aussi cela va permettre de gagner en temps, en efficacité et en force de frappe d'une économie. Un troisième enseignement, c'est que le Maroc doit renforcer, doit accélérer, doit dynamiser son processus d'industrialisation et d'être de moins en moins dépendant à l'importation étrangère. Nous avons bien compris aussi que une indépendance industrielle est également une force de frappe, une capacité et un facteur de souveraineté nationale. Le Maroc, à travers son plan d'accélération industrielle, doit émettre encore plus de volonté, plus de ténacité pour accompagner, supporter les innovations des jeunes start-upers, à pouvoir créer leur
à pouvoir opérationnaliser leurs projets et à les soutenir jusqu'à ce qu'elles deviennent des entreprises fleurissantes qui non seulement réussissent au Maroc, mais aussi à l'export. Donc une indépendance aussi industrielle qui assurera encore une fois la souveraineté du Maroc. Et le dernier enseignement, c'est non pas la nécessité, mais l'indispensabilité de juxtaposer la production industrielle mondiale avec le respect stricto sensus de l'écologie et de l'environnement. Car nous avons bien compris que lorsque la nature se rebelle, lorsque la nature est malade, c'est l'existence de l'humanité qui est en cause. Soyons redevables à tout ce que la nature nous a procuré. Car c'est cela, le sens de l'éthique et le sens de la responsabilité. Et finalement le plus grand défi que l'humain doit respecter. Se respecter, respecter son existence, c'est respecter la nature et respecter toutes les parties qui existent dans ce monde. Je vous remercie.